Nous allons passer à l'Orient. Si vous voulez bien, on m'avait posé des questions sur le conflit actuel et je suis prêt à y répondre. En général, la guerre ayant éclaté au Moyen-Orient il y a 6 mois, elle s'est terminée aussitôt ainsi que l'on sait. Que pensez-vous, mon général, de l'évolution de la situation dans ce secteur du monde depuis juin dernier? Vous que l'État d'Israël est l'agresseur dans la guerre des 6 jours, alors que c'est le président Nasser qui a fermé le détroit de Tiran. L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël, soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait, même chez beaucoup de juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'incessants, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. En dépit du flot, tantôt montant, tantôt descendant, des malveillances qu'il provoquait, qu'il suscitait plus exactement, dans certains pays, à certaines époques, un capital considérable d'intérêt et même de sympathie s'était formé en leur faveur, et surtout, il faut bien le dire, dans la chrétienté. Un capital qui était issu de l'immense souvenir du Testament, nourri à toutes les sources d'une magnifique liturgie, entretenu par la commisération qu'inspirait leur antique malheur et que poétisait chez nous la légende du Juif errant, accru par les abominables persécutions qu'ils avaient subies pendant la Deuxième Guerre mondiale et grossi depuis qu'ils avaient retrouvé une patrie par les leurs travaux constructifs et le courage de leurs soldats. C'est pourquoi, indépendamment des vastes concours en argent, en influence, en propagande que les Israéliens recevaient des milieux juifs d'Amérique et d'Europe, la mia canzone ti dice che il più bel giorno per me, mamma, son tanto felice, viver lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore,
la mano tua stanca cerca I miei riccioli d'or, sento e la voce ti manca, la ninna nonna d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, guarda ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non sono più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Guarda ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, e forse non trovano più, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e 1937. George Whitey Rodnick, poignardé 63 fois avec un pic à glace, la tête fracassée avec un hachoir de boucher. Nord de l'État de New York, 1936. Irving Ashkenaz, 16 balles dans le corps. Brooklyn, 1er mai 1939. Irving Peggy Feinstein, étranglé et incinéré. Ces corps ne sont que la face émergée de l'iceberg, quelques-uns des multiples cadavres qui seront retrouvés d'un bout à l'autre du pays. Dans bon nombre de meurtres, on ne retrouve ni suspect, ni piste. Ces massacres seront finalement attribués à un groupe de malfrats dont l'influence dépasse tout ce que les autorités peuvent imaginer. Un gang d'exécuteurs baptisé par la suite Murder Incorporated. Chaque communauté d'immigrés engendre sa propre catégorie de criminels, de gangsters, parce que ces nouveaux arrivants dans le pays visent le rêve américain, mais ne peuvent pas l'atteindre. Alors ils trichent pour y arriver. C'est ce qu'ont fait les Brownsville Boys. Les Brownsville Boys tirent leur surnom du quartier dans lequel ils vivent. Brownsville est un misérable ghetto de Brooklyn à dominante juive. Dans les années 20, plus de 300 000 juifs y élisent domicile, ce qui lui vaudra le surnom de Jérusalem d'Amérique. Alors que les opportunités économiques sont rares, certains membres des classes pauvres tentent de s'extirper du ghetto par n'importe quel moyen pour essayer de toucher du doigt le rêve américain. C'était ça les Brownsville Boys. Des gars qui ne voulaient pas attendre, qui ne voulaient pas travailler, qui refusaient l'humiliation et le mépris, qui ne voulaient pas supporter tout ça. Les Brownsville Boys étaient des malfrats très expérimentés. Ils rackettaient les vendeurs ambulants. Les syndicats les engageaient pour influencer le patronat. Et les patrons les embauchaient pour intimider les syndicats. Les Brownsville Boys passent ensuite à la vitesse supérieure. En infiltrant les réseaux de prostitution et, en pleine période de prohibition, ils se lancent dans la contrebande d'alcool. La prohibition a marqué un tournant dans l'histoire criminelle des États-Unis. C'est le début du crime organisé. Les bénéfices étaient énormes. Tout d'un coup, les voyous de la rue ont vu l'argent affluer dans leurs poches. L'un des plus gros trafiquants est le chef des Brownsville Boys, Eb Reles. Eb Reles était un petit homme trapu et gras, un malfrat toujours couvert de bijoux qui s'était fait arrêter quelques 42 fois au cours des années précédentes.
Ebrelès est un homme fort, et c'est sans doute ce qui lui vaut le surnom de Kid Twist. Certains pensent que son surnom vient du fait qu'il étranglait ses victimes. Twist pour tordre. Reles gagne du pouvoir en éliminant ses principaux rivaux à Brownsville. Il s'associe ensuite à un gang italien du quartier d'Ocean Hill à Brooklyn, dirigé par Harry Happy Mayon. Harry Mayon était surnommé Happy parce qu'il avait toujours une espèce de rictus agressif. C'était plus une grimace qu'un rictus. Ce n'était pas quelqu'un d'agréable. Ensemble, Reles et Mayon travaillent souvent pour un autre gangster juif, Louis Lepke Buchalter, un puissant racketteur qui officie dans l'industrie textile. Lepke décide d'utiliser les services des gangsters de Brooklyn dans une nouvelle entreprise criminelle pleine d'ambition. Pour Walt et Mearsheimer, le lobby pro-israélien se compose des organisations juives et du groupe de pression politique EIPAC, mais aussi des millions de chrétiens évangéliques. Tous ont à cœur de défendre les intérêts d'Israël et de faire taire les critiques. There's a new day in America between Christians and Jews. We don't agree on everything, but we agree on this, that we are going to be together, inseparable in the defense of Israel and the Jewish people. Again, there's a new Hitler, and he's the president of Iran, and he intends to build nuclear weapons, and his brazen declarations against the Jews in America have been carried on the front pages of America's newspapers. Ladies and gentlemen, we must demonstrate courage. We must demonstrate intellectual honesty. We must demonstrate the willingness to stand up and to speak out. We must act now to stop Iran before the maniacal dream of exterminating the Jewish people becomes a nuclear holocaust. And I am hopeful that the American government will have the courage to help Israel in its day of adversity against tyrants. The state of Israel was the dream of your ancestors, made a reality by your grandparents and your parents. Chaque année, l'EIPAC organise une conférence à l'intention de tous ses sympathisants. Ça se passe à Washington. L'EIPAC est un groupe très puissant qui s'efforce d'infléchir la législation et les autres aspects de la politique américaine au Proche-Orient. C'est un véritable événement avec un petit côté Hollywood. Ils passent des films pour montrer la mobilisation des gens et chauffer le public. C'est un peu une atmosphère de fête étudiante. Ils font venir un très grand nombre d'hommes politiques importants. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are a vital interest of the United States of America. We need you now more than ever. C'est devenu une sorte de rituel. Les personnalités sont obligées d'y aller pour montrer qu'elles soutiennent l'EIPAC. On y voit la moitié du Congrès, des hauts fonctionnaires, et chaque année, ils ont un orateur principal qui est toujours quelqu'un de très haut placé. From Florida, Bill Nelson. From Nebraska, Ben Nelson. From Illinois, Barack Obama. From Arkansas, Martin Pryor. Can we have a picture first, please? Wait. I think I might have blinked on that one. From South Carolina, Joe Wilson. From California, Lynn Woolsey. From Oregon, David Wu. From Maryland, Albert Wynn. From Kentucky, John Yarmouth. And I also want to mention former member of Congress, Rob L'EIPAC s'efforce avec succès d'éprouver constamment la loyauté des membres du Congrès à sa cause. Il y a donc un flot ininterrompu de résolutions soumises au vote au sujet du Proche-Orient, que ce soit pour soutenir une action du gouvernement israélien, pour exprimer de la sympathie aux victimes d'un attentat suicide, ou pour condamner l'Iran et les autres pays de la région
hostiles à Israël. Ces résolutions sont autant de tests qui permettent d'éprouver la loyauté des parlementaires sur le sujet. Ceux qui votent comme le souhaitent les PAC sont récompensés de diverses façons, en particulier par les contributions qu'ils reçoivent des sympathisants de l'EPAC pour leur campagne. L'EPAC lui-même ne donne pas d'argent. Mais ces innombrables résolutions et ce registre minutieux des votes de chacun ont une influence directe sur les contributions des donateurs. Pour que l'argent arrive en masse dans les coffres d'un représentant ou d'un sénateur, il faut qu'ils soutiennent les positions du lobby. C'est leur principale source d'influence, l'argent. Et ce gouvernement est inondé d'argent, sans doute plus que tout autre gouvernement dans l'histoire américaine. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. I appreciate but we can't vote you, and That's I'm okay. sorry. But I appreciate the friendship. If you will come in Italy, I want to introduce you with a member of parliament, Italian parliament. I would enjoy that very much. Thank sure. you so much. Thank you for everything. Friends owe it to friends to be as candid as possible. So let me say that a precipitous American withdrawal from Iraq would be a disaster for the United States and the entire Middle East. A sudden withdrawal of our coalition would dissipate much of the effort that's gone into fighting the global war on terror and result in chaos and mounting danger. And for the sake of our own security, we will not stand by and let it happen. Un nouveau gaz est utilisé à Gaza. 180 patients entrent à l'hôpital en proie à de graves convulsions. Les Israéliens disent que c'est du gaz lacrymogène, mais ce n'en est pas. Nous n'avons jamais vu ce gaz. Nous avons besoin de médicaments, mais il faut que ce soit les bons médicaments. Ce gaz, et nous n'avons aucun moyen de l'envoyer à l'extérieur. Nous sommes en territoires occupés. Nous sommes cernés et nous ne pouvons pas envoyer d'échantillons à des laboratoires internationaux pour qu'ils les testent. Israël ne fait pas partie des traités sur les armes chimiques et biologiques et refuse de dire quel est ce nouveau gaz. In the United States, our support for Israel is bipartisan, and that is how it should stay. Because over the last 3 years as President of the United States, I have kept my commitments to the state of Israel. At every crucial juncture, at every fork in the road, we have been there for Israel every single time. 4 years ago, I stood before you and said that Israel's security is sacrosanct. It is non-negotiable. That belief has guided my actions as president. The fact is, my administration's commitment to Israel's security has been unprecedented. Our military and intelligence cooperation has never been closer. Our joint exercises and training have never been more robust. Despite a tough budget environment, our security assistance has increased every single year. And make no mistake, we will do what it takes to preserve Israel's qualitative military edge, because Israel must always have the ability to defend itself by itself against any threat. And just as we've been there with our security assistance, we've been there through our diplomacy. When the Goldstone report unfairly singled out Israel for criticism, we challenged it. When Israel was isolated in the aftermath of the flotilla incident, we supported them.
When the Durban Conference was commemorated, we boycotted it, and we will always reject the notion that Zionism is racism. When Israeli diplomats feared for their lives in Cairo, we intervened to save them. When there are efforts to boycott or divest from Israel, we will stand against them. And whenever an effort is made to delegitimize the state of Israel, my administration has opposed them. So there should not be a shred of doubt by now. When the chips are down, I have Israel's back. The reality that Israel faces, from shifting demographics to emerging technologies to an extremely difficult international environment, demands a resolution of this issue. And I believe that peace with the Palestinians is consistent with Israel's founding values. Because of our shared belief in self-determination, and because Israel's place as a Jewish and democratic state must be protected. Last year I stood before you and pledged that the United States will stand up against efforts to single Israel out at the United Nations. As you know, that pledge has been kept. Last September I stood before the United Nations General Assembly and reaffirmed that any lasting peace must acknowledge the fundamental legitimacy of Israel and its security concerns. I said that America's commitment to Israel's security is unshakable. Our friendship with Israel is enduring, and that Israel must be recognized. No American president has made such a clear statement about our support for Israel at the United Nations at such a difficult time. People usually give those speeches before audiences like this one, not before the General Assembly. And I must say, there was not a lot of applause. But it was the right thing to do. And as a result, today there is no doubt anywhere in the world that the United States will insist upon Israel's security and legitimacy. Iran's nuclear program, a threat that has the potential to bring together the worst rhetoric about Israel's destruction with the world's most dangerous weapons. Let's begin with a basic truth that you all understand. No Israeli government can tolerate a nuclear weapon in the hands of a regime that denies the Holocaust, threatens to wipe Israel off the map, and sponsors terrorist groups committed to Israel's destruction. In 2010, the UN Security Council overwhelmingly supported a comprehensive sanctions effort. Few thought that sanctions could have an immediate bite on the Iranian regime. They have, slowing the Iranian nuclear program and virtually grinding the Iranian economy to a halt in 2011. Many questioned whether we could hold our coalition together as we moved against Iran's central bank and oil exports. But our friends in Europe and Asia and elsewhere are joining us. And in 2012, the Iranian government faces the prospect of even more crippling sanctions. The United States and Israel both assess that Iran does not yet have a nuclear weapon, and we are exceedingly vigilant in monitoring their program. Now the international community has a responsibility to use the time and space that exists. Sanctions are continuing to increase. And this July, thanks to our diplomatic coordination, a European ban on Iranian oil imports will take hold. I have said that when it comes to preventing Iran from obtaining a nuclear weapon, I will take no options off the table. And I mean what I say. That includes all elements of American power. A political effort aimed at isolating Iran, a diplomatic effort to sustain our coalition and ensure that the Iranian program is monitored, an economic effort that imposes crippling sanctions, and yes, a military effort to be prepared for any contingency.
Iran's leaders should understand that I do not have a policy of containment. I have a policy to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. And as we do, rest assured that the Iranian government will know our resolve. And our coordination with Israel will continue. There is no shortage of speeches on the friendship between the United States and Israel. But I'm also mindful of the proverb, a man is judged by his deeds, not his words. So if you want to know where my heart lies, look no further than what I have done. To stand up for Israel, to secure both of our countries, and to see that the rough waters of our time lead to a peaceful and prosperous shore. Thank you very much, everybody. God bless you. God bless the people of Israel. God bless the United States of America. Et alors? J'ai un cadeau pour toi, papa. Posso? Grazie. Ça vient de la ville de Corleone. C'est une vraie chanson sicilienne. Et je l'ai étudiée pour toi. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi malannutta. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, Sid non torna. Brucia la terra mia e abbrucia il lume cori. Et corps inanimés. Les Chi symptômes si sont dà dépassés, guaita e reste aucun de tous io experts. Une arme chimique a bien été utilisée contre ces Syriens. Ces images sont vraiment abominables, La plus qu'abominables, canzoni mais elles sont effectivement très caractéristiques de l'utilisation d'armes chimiques, malheureusement, et probablement. Quant à savoir s'il s'agit du gaz sarin, les vidéos ne permettent pas de le dire. Même si
hypothèse est probable, seule une analyse scientifique poussée pourrait permettre d'en être un gaz moutarde font partie des organophosphorés, c'est-à-dire la dernière génération la plus efficace et la plus toxique d'armes chimiques. Autant d'équipements qui font partie de l'arsenal syrien. Damas possède en effet l'un des plus grands programmes d'armes chimiques. J'ai mis une bombe dans ma voiture. Elle a pris le volant avant moi. Pourquoi un aussi beau pays est-il si violent? Aujourd'hui occupé par l'Égypte, il a cru sans doute pouvoir profiter de cette fenêtre d'opportunité pour frapper la population dans la banlieue de sa capitale, où il est très menacé aujourd'hui. Car aujourd'hui, Bachar al-Assad semble avoir délaissé le nord et l'est au profit des rebelles. Il se concentre désormais sur la capitale syrienne, fort de l'aide matérielle et stratégique du Hezbollah libanais, de l'Iran et de la Russie. Et les observateurs sont formels tant que la communauté internationale ne condamnera pas ces agissements. Celui pour qui démissionner, c'est fuir, continuera à avancer. Il ne laissera jamais Damas de son plein gré. C'est quelqu'un qui, comme son père, est un monstre à sang-froid et qui sera prêt à brûler, littéralement, le pays et ses habitants pour rester au pouvoir. Et même si le régime finit par tomber un jour, les experts prédisent une lutte sans merci entre les différentes forces de l'opposition pour accéder au pouvoir, avec les groupes djihadistes notamment qui se renforcent jour après jour sur le terrain. Ça serait effectivement une coalition dirigée par les États-Unis. On a vu beaucoup la France et la Grande-Bretagne très va-t-en-guerre jusqu'ici et le président Obama qui était plutôt en retrait. Mais c'est le président Obama lui-même qui a posé cette ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques et c'est donc le président Obama lui-même qui va prendre l'initiative et c'est cela qu'on attend maintenant finalement, c'est que le président Obama passe devant les caméras et dise nous allons frapper tel jour où nous allons attaquer la Syrie, comme l'avait fait Bill Clinton en 99 pour le Kosovo. C'est un peu cela qu'on attend. Donc clairement, un président Obama qui sera en tête de cette coalition. Le président Obama a beaucoup consulté ces derniers jours. Il a consulté 4 pays. Il a consulté la France, il a consulté la Grande-Bretagne à 2 reprises. Il a encore eu le David Cameron aujourd'hui. Et puis, il a consulté les Australiens et les Canadiens. Voilà en gros cette coalition. Après, John Kerry a consulté beaucoup plus largement. Chuck Hagel lui aussi. Mais cette coalition sera basée vraiment sur les chancelleries occidentales et c'est un peu l'esprit, on retrouvera l'esprit de la coalition du Kosovo notamment. Plusieurs pays n'hésitent pas à parler d'une intervention militaire en Syrie, même sans le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie, qui reste une alliée du régime de Damas, met en garde contre des conséquences graves. Je veux attirer votre attention sur le fait que l'information sur l'attaque chimique présumée dans la région de la Ghouta, a déclaré le chef de la diplomatie russe, est apparue alors que les experts russes et américains se préparaient à discuter à la réunion de Genève. Il n'y a pas de doute, l'hystérie autour de cette information a joué contre la réunion russo-américaine. Si le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas unanime sur la Syrie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne se disent prêts à intervenir militairement. L'utilisation d'armes chimiques serait un crime contre l'humanité, a pour sa part indiqué le ministre allemand des Affaires étrangères. Si cela est prouvé, alors la communauté internationale devra agir et l'Allemagne fera partie de ceux qui appellent à des conséquences. Nous sommes en contact permanent avec nos alliés. Le président syrien s'exprime ce lundi dans un quotidien russe pro-Kremlin. Bachar al-Assad prévient que les projets militaires occidentaux seront voués à l'échec.